Bonjour Mariam. Bonjour Achille. Comment va le moral des chefs d'entreprise au Maroc ? D'après les Échos, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Dans l'industrie, le climat est plutôt positif. En 2024, le secteur manufacturier marocain a franchi un cap avec un chiffre d'affaires d'environ 900 milliards de dirhams, une hausse de 9% en seulement un an. Résultat, plus de 42 000 emplois ont été créés en une seule année, mais derrière ce dynamisme, une inquiétude persiste. L'économie tourne, oui, mais elle ne crée pas encore suffisamment d'emplois durables et bien rémunérés, capables d'absorber la pression démographique et surtout les attentes sociales croissantes. Et si l'on quitte maintenant le monde des grands industriels, qu'en est-il des petites entreprises ? Selon la Quotidienne, le Maroc compte en 2024 plus de 380 000 entreprises de personnes morales, soit une hausse de 1,3% en un an. Les créations d'entreprises continuent, les projets émergent, mais la réalité est aussi contrastée ici. Les grandes entreprises restent minoritaires en nombre, mais dominantes en valeur, tandis que la majorité des petites structures peinent à grandir et surtout à changer d'échelle. Et pour soutenir ce tissu fragile, l'État tente d'accélérer. D'après le Brief, 89 projets de TPE ont récemment été approuvés et financés par l'État pour un montant total de 1,28 milliard de dirhams. Le ministre délégué chargé de l'investissement, Karim Zidane, estime que ces projets pourraient générer environ 5 000 emplois directs et jusqu'à 40 000 emplois par an. Et si la dynamique se confirme, en effet, c'est une question qui reste aussi centrale. Ces emplois seront-ils stables, bien payés et accessibles surtout au plus grand nombre? Et c'est là qu'un autre facteur entre en jeu, le décalage générationnel. Selon une étude relayée par Tel Quel, une fracture profonde existe entre les attentes de la nouvelle génération et les pratiques actuelles des ressources humaines. Les DRH valorisent encore la résilience, la capacité à absorber la pression et l'endurance. Les jeunes, eux, recherchent du sens, de l'authenticité, de la reconnaissance et une vraie considération de leur sécurité psychologique au travail. En résumé, du côté des entrepreneurs, l'énergie est bien là, plus d'entreprises, plus de soutien public, plus d'investissements, mais le véritable défi reste intact, créer des emplois de qualité et réconcilier les attentes des nouvelles générations avec aussi les réalités du monde du travail. Dans la presse, il est aussi question de la Coupe d'Afrique des Nations qui ravive l'histoire panafricaine. On le sait, la CAN, c'est bien évidemment les matchs, oui. On ne peut pas passer à côté, mais c'est surtout des rencontres qui racontent une histoire et une mémoire panafricaine. La BBC Afrique en donne une illustration forte avec le quart de finale Mali-Sénégal prévu ce vendredi à Tanger. Derrière cette affiche, il y a une histoire commune. Les deux pays partagent l'héritage de grands empires ouest-africains et même un épisode politique symbolique. La Fédération du Mali, quand le Sénégal et le Soudan français à l'époque ont tenté de ne faire qu'un, période dont ils gardent encore aujourd'hui la même devise, un peuple, un but, une foi. Et puis, il y a ce qui lie ces deux peuples dans l'intime, des patronymes communs, des langues qui circulent, la musique, la religion, la cuisine. Bon, une histoire commune, mais il faudra se départager ce vendredi. Et le collimateur lui revient sur une image très forte aussi de cette CAN, celle de Michel, supporter congolais qui a fait revivre Patrice Lumumba dans les tribunes. Et là, on touche aussi à une mémoire politique du continent. Lumumba avait été reçu au Maroc en août 1960, accompagné de Sa Majesté le roi Hassan II, alors qu'il était encore prince héritier. L'article rappelle aussi une époque où Sa Majesté le roi Mohamed V rassemblait à Casablanca des figures comme Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Sékou Touré, Modibo Keïta. C'était le fameux groupe de Casablanca qui mènera, on le sait, à l'organisation de l'unité africaine. Autrement dit, cet axe Kinshasa-Rabat, ça ravive justement cette mémoire panafricaine et donc la CAN aussi ne crée pas ce sentiment aussi d'unité africaine, elle ne fait que le raviver. Et le média NS parle aussi d'une CAN des diasporas et le mot n'est pas excessif. Des supporters venus d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'autres pays africains ont convergé vers le Maroc et pour beaucoup c'est un retour symbolique sur le continent, un moment de reconnexion culturelle et affective. Dans les stades, on ne soutient pas seulement une équipe, on célèbre une appartenance à l'identité africaine. Et plus simplement, c'est aussi cette CAN qui entre dans l'histoire. Comme le souligne Express, des stades modernes, une logistique maîtrisée, une affluence record et une image du continent projetée au monde depuis le Maroc. En somme, cette CAN 2025 dépasse largement le cadre du sport. Elle ravive l'esprit panafricain, elle rassemble les Africains du continent et de la diaspora et surtout, elle projette depuis le Maroc une image renouvelée de l'Afrique vers le monde. Alors, dans la presse, il est aussi question du Groenland. Alors, on va donner, si vous voulez bien, les dernières informations concernant le Groenland. Alors, il y a Donald Trump qui dit étudier activement un achat
du Groenland, c'est du moins ce qu'affirme la Maison-Blanche, et qui nous dit que le président et son équipe de sécurité nationale en discutent activement. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a lui annoncé qu'il rencontrera des responsables danois, ce sera la semaine prochaine, pour en discuter donc de ce Groenland qui pourrait passer sous giron américain, c'est du moins ce que souhaite Donald Trump. Alors, qu'en dit la presse ce matin ? Elle dit exactement ce que vous venez de dire, Rachid, et notamment, elle parle de ces deux options. Selon La Croix, l'administration de Donald Trump étudie activement deux scénarios différents quant au Groenland. La première, c'est une option qui serait un rachat pur et simple du territoire, comme l'ont fait les États-Unis avec la Louisiane ou l'Alaska par le passé. Et la seconde, un petit peu plus alarmante pour certains observateurs, serait une intervention militaire. Et cette hypothèse a été évoquée comme un moyen de sécuriser cet axe au profit des États-Unis. En somme, des options qui illustrent à quel point la pression est réelle aujourd'hui sur le Groenland. Et face à ces hypothèses, Paris a préféré désamorcer l'idée d'une action militaire américaine. Interrogé par France Info, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a assuré qu'une intervention militaire américaine n'aurait aucun sens. Une intervention qui ferait qu'un pays de l'OTAN attaque un autre pays de l'OTAN, techniquement et diplomatiquement inimaginable. Mais au-delà de ces déclarations diplomatiques, on le sait, les enjeux géopolitiques sont réels. Car pour l'Europe, l'éventuelle montée en puissance américaine dans l'Arctique remet en cause des équilibres déjà fragiles. Le Temps souligne que Washington voit dans le Groenland et plus largement dans l'Arctique une possibilité de remettre en question l'architecture de sécurité européenne, notamment en matière de défense et d'accès aux routes maritimes nordiques qui s'ouvrent avec le réchauffement climatique, rappelons-le. Certains experts estiment que les Américains souhaitent revenir sur des équilibres aussi hérités de la guerre froide pour peser davantage face à Pékin et Moscou. Et justement, l'Arctique, on le sait aujourd'hui, est ce terrain de confrontation entre grandes puissances. RFI rappelle qu'environ 80% du gaz russe est produit dans cette région, extrêmement riche en hydrocarbures. De plus, depuis les années 2000, Moscou y a déployé des capacités militaires et multiplié ses bases, tandis que Pékin, via sa stratégie dite de route polaire, investit massivement dans des projets d'infrastructure et se présente comme un acteur, disons-le, incontournable dans cette zone. Bref, le Groenland n'est plus cette périphérie glacée, mais certainement une pièce centrale de l'échiquier international. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 janvier 2026. Quel autre 8 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? Un 8 janvier dans l'histoire et dans les cieux, Rachid, car allons-y. C'est une date un peu triste, mais qui nous rappelle quand même des choses intéressantes, car le 8 janvier 1642, en Italie, s'éteint Galilée à l'âge de 77 ans, un homme qui a profondément bouleversé notre manière justement de regarder le ciel. Galilée est souvent appelé le père de la science moderne. Il découvre les lunes de Jupiter, observe les taches solaires, la rotation du Soleil et confirme une idée à l'époque révolutionnaire. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Mais cette vérité scientifique heurte de plein fouet les dogmes religieux. En affirmant que la Terre tourne autour du Soleil, Galilée remet en cause l'ordre établi. Il est alors poursuivi par l'Inquisition, jugé pour hérésie en 1633 et condamné à la prison à vie. Une peine finalement commuée en assignation à résidence en raison de son âge et de sa santé. Son histoire rappelle donc une chose essentielle, la science avance souvent contre son temps et que chercher, observer et questionner reste l'un des plus grands actes de l'expression scientifique. Merci beaucoup Myriam Kokaïna de nous avoir galilisé les esprits ce matin. En tout cas, c'est toujours très enrichissant.